Roger Lafontan, l'homme aux ambitions dévorantes et au destin tragique, a fortement marqué l'histoire récente de la politique haïtienne. Médecin, ministre, putschiste, Lafontan a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire tumultueuse de son pays. Mais c'est dans les circonstances mystérieuses de sa mort que réside l'ultime énigme de sa vie politique. Qui a assassiné Roger Lafontan et pour quelle raison? On ne peut pas parler de Roger Lafontan sans dresser le portrait de l'homme et montrer son influence sur la vie politique haïtienne pendant le règne des Duvalier et au-delà jusqu'à son assassinat. Qui était Roger Lafontan et quelle est son importance dans l'histoire politique d'Haïti? Pendant les premières années du règne de François Duvalier, Roger Lafontan était un brillant étudiant en médecine. Charmé par l'idéologie du noirisme prônée par Duvalier et ses amis, il devient militant pro-Duvalier et fonde la branche estudiantine des Tontons Macoutes en soutien au régime. En novembre 1972, un an après l'arrivée au pouvoir de Jean-Claude Duvalier, Roger Lafontan devient ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale, mais il va être écarté du pouvoir en raison de ses ambitions personnelles. Lafontan est alors envoyé comme consul à Montréal. Il revient en août 1983 et est nommé ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale une seconde fois. Pendant cette période, Lafontan complote contre tout le monde. Il complote même contre Duvalier et fomente des projets pour se hisser à la tête de l'État. Mais en octobre 1985, Jean-Claude Duvalier met fin aux manœuvres de son ministre de l'Intérieur. Il écarte définitivement Roger Lafontan du gouvernement. La rupture entre les deux hommes est profonde. Lafontan quitte le pays. Il part s'installer au Canada. Mais le Canada ne veut pas lui accorder l'asile politique. Pendant 2 longues années, l'ancien dignitaire duvalieriste tourne en rond, sans papier et sans statut, avant d'être expulsé du Canada. Les autres ministres duvalieristes accusent le coup. Ils détestaient Roger Lafontan, mais cet exil n'était pas bon signe. Franz Merceron, par exemple, ministre des Finances de Jean-Claude Duvalier, a reçu la nouvelle comme une violente secousse. Il déclare que c'est un désastre. On est foutu, dit-il. Qui va neutraliser l'armée pour nous? Oui, l'inquiétude était légitime, car Lafontan avait de l'autorité et savait protéger le régime contre d'éventuelles tentatives de renversement. Mais Baby Doc savait bien ce qu'il faisait en écartant Lafontan. Il ne voulait laisser aucune chance à ses rivaux qui ont l'ambition de le remplacer. Il a pris sa décision. S'il doit quitter le pays, le duvalierisme n'aura pas de relève. Une façon de dire « c'est moi ou rien du tout ». Pendant son exil au Canada, Roger Lafontan accorde un entretien à un journaliste canadien et il explique sa version de son éviction du pouvoir. Selon lui, c'est Michel Bennett, alors première dame, qui l'a écarté du pouvoir. Roger Lafontan raconte qu'à l'époque, les rapports entre lui et la première dame étaient tendus. L'ancien chef Macoute explique comment Michel Bennett tyrannisait les ministres et voulait tout contrôler. Pourquoi avez-vous démissionné en septembre 84, M. Lafontan? Il y avait, n'est-ce pas, un conflit d'idéologie larvé entre Michel Duvalier, la femme du président qui représentait un courant de pensée, et moi-même. Comme vous le savez, je suis un homme de classe et le caractère populiste de mes discours et de mes démarches n'ont pas plu à Michel. À ce moment-là, il a décidé de se séparer de moi. Et comme il lui fallait quand même, pour arriver à satisfaire ses ambitions politiques, comprenez très bien, disloquer l'alliance traditionnelle, n'est-ce pas, avec la masse, c'est-à-dire les classes moyennes et les masses populaires du pays, celui qui représentait, voyez-vous, l'ancrage du gouvernement au milieu de ces gens représentait un danger pour lui, et ce danger était moi. Il a dit à ce moment-là que la cohabitation n'était pas possible avec Roger. Les autres ont dit, n'est-ce pas, la cohabitation n'était pas fonctionnelle. Parce qu'ils étaient plus nuancés, vous comprenez très bien. Alors, ce que vous laissez entendre, c'est que la femme de Jean-Claude Duvalier avait sur lui un pouvoir tel et que c'est elle finalement qui décidait de faire ou de défaire les ministres. Je vous rappellerai, n'est-ce pas, les propos d'un ambassadeur ami, vous me permettrez de taire le nom. Un soir, voyez-vous, à une réception chez lui, il a eu à s'écrier, mais Roger,
le président Saint-Michel, quand elle intervenait dans toutes les décisions de l'État. Baby Doc quitte le pays en 1986. Roger Lafontaine réapparaît sur la scène politique haïtienne 4 ans après, en 1990, pour se lancer dans la course à la présidentielle à la tête de l'Union pour la réconciliation nationale, le parti duvalieriste. Il défile dans la capitale avec ses partisans dans une ambiance carnavalesque. Roger Lafontaine se déclare candidat à l'élection de 1990. Mais il est contrarié par l'annonce de la candidature de Jean-Bertrand Aristide, à l'époque très populaire. Sentant que le Conseil électoral provisoire va rejeter sa candidature, Lafontaine déclare « Je ne reconnaîtrai en aucun cas les décisions du CEP. S'ils ne veulent pas la paix, ils auront la guerre. Attila n'entrera pas dans Rome ». Allusion à peine voilée à la candidature d'Aristide. Dès lors, il va tout tenter pour empêcher le prêtre candidat de déposer à temps sa candidature. Avec ses hommes, il occupe les bureaux du Conseil électoral provisoire afin de dissuader Aristide de venir déposer sa candidature. Paniqué, le jour de son dépôt de candidature, Aristide appelle le CEP et demande que Roger Lafontaine quitte les lieux pour éviter toute confrontation. On lui répond que ce n'était pas possible. Il demande ensuite qu'on prolonge le dépôt de candidature jusqu'à 18 h ou le repousser jusqu'au lendemain. Ce n'était pas possible. Finalement, le prêtre candidat se résigne à venir déposer sa candidature. Sur place, Lafontaine et ses hommes barrent l'accès à l'immeuble. Lorsque Aristide arrive, il redoute le pire. Mais heureusement, les militaires l'escortent jusqu'aux locaux du Conseil électoral provisoire, tout en neutralisant Lafontaine et ses hommes. Furieux, le chef Macoute hurle sa rage et promet qu'il fera tout pour empêcher de livrer le pays aux communistes. Il n'avait pas dit son dernier mot. La candidature de Roger Lafontaine est finalement rejetée par le Conseil électoral provisoire. Mais cela ne va pas le décourager. Il a d'autres atouts. Entre-temps, les élections ont eu lieu et Jean-Bertrand Aristide est élu triomphalement. Mais pour Lafontaine, c'est inacceptable. Aristide ne doit pas accéder au pouvoir. Dans la nuit du 6 au 7 janvier 1991, Roger Lafontaine et une poignée de partisans s'emparent du Palais national. La présidente Herta Pascal-Trouillot, prise en otage par Lafontaine, est contrainte de lire à la télévision une lettre de démission. Pendant près d'1 heure, c'est-à-dire 60 minutes, Roger Lafontaine est chef d'État de facto. En tout cas en théorie, car dans les faits, pendant ces 60 minutes, Roger Lafontaine n'a eu le temps que de prononcer un discours et de s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. La suite ne sera qu'une fin de partie pour l'ancien ministre. Le peuple envahit les rues de la capitale et érige des barricades pour protester contre le coup d'État. De l'autre côté, Serge Beaulieu, duvalieriste et proche de Lafontaine, coiffé de son célèbre béret rouge, déclare sur les ondes de Radio Liberté « Nous sommes le peuple ». Officiellement, l'armée condamne le coup d'État. Lafontaine a mal calculé son coup. Il n'a pas le soutien de l'armée. Le commandant Gérard Salomon, officier supérieur de l'armée d'Haïti, pénètre au Palais national et arrête Roger Lafontaine et ses hommes. D'ailleurs, Gérard Salomon, qui vit maintenant aux États-Unis, raconte tout ça dans le détail dans son livre « L'armée d'Haïti, mécanique des coups d'État, un officier en vigie ». Nous avons réalisé une interview avec lui au sujet de cette histoire. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Pour réaliser ce coup d'État, on raconte que Roger Lafontaine et ses acolytes avaient consulté un Oungan. Selon les prévisions de ce Oungan, le pouvoir devrait être entre les mains des Macoutes le 6 janvier à 10 h du soir pour fêter les rois, pour fêter la fête des rois. Toute la nuit, le palais aurait été le théâtre d'une cérémonie vaudou pour que les lois accompagnent les putschistes. Mais ça n'a pas marché. Il faut savoir que le docteur Roger Lafontaine était un homme très superstitieux. Le docteur Rony Gillot, le dernier des duvalieristes et auteur d'une biographie consacrée à Roger Lafontaine intitulée « Roger Lafontaine ou la destinée tragique d'un fauve politique », présente dans son livre un Roger Lafontaine ambigu, calculateur, exubérant et arrogant. Selon Rony Gillot, malgré ses études de médecine, Roger Lafontaine était un être empêtré dans des superstitions absurdes. Il fréquente et consulte Ongan et Mambo en toute occasion.
même pour les contrariétés quotidiennes les plus banales. Devant chaque difficulté, au réveil de chaque sommeil troublé, en présence de chaque projet un peu compliqué, il faut qu'il aille consulter les 10 heures de bon présage. Et il était toujours prêt à faire tout ce que lui dit le boko. Par exemple, se laver avec du pipi d'une femme enceinte ou manger pendant qu'il est aux toilettes afin d'être imperméable au poison, etc. Dès qu'il sent baisser son influence ou qu'il veuille attirer la sympathie du président, il va prendre son bain de chance. Bon, il faut reconnaître que Roger Lafontaine n'était pas le seul dans ce cas. Beaucoup de politiciens haïtiens pratiquaient des rituels vaudous en cachette. Revenons au coup d'État. Lafontaine est donc arrêté et jugé. Tout au long de son procès, qui s'est achevé le 30 juillet 1991 et qu'il a qualifié de farce et de parodie de justice, Roger Lafontaine a conservé une attitude tour à tour hautaine et narquoise, refusant de répondre aux questions des jurés sur les circonstances du putsch manqué. Dès le début de l'audience, il a refusé le service des avocats stagiaires commis d'office pour assurer sa défense et a demandé à être jugé par la Cour de cassation en sa qualité d'ancien ministre. On voit à quel point le type était arrogant. Cela lui a bien sûr été refusé. Roger Lafontaine est condamné le même jour, c'est-à-dire le 30 juillet 1991, à la prison à perpétuité pour le coup d'État manqué contre Herta Pascal Trouillot. Ses complices ont tous été condamnés également. En tant que ministre de Duvalier, Lafontaine est aussi accusé de nombreux crimes et exactions par les opposants du régime. 2 mois plus tard, dans la nuit du 29 au 30 septembre 1991, pendant qu'un coup d'État est en train d'être opéré contre Aristide, entre-temps installé comme nouveau président, Roger Lafontaine est assassiné dans sa cellule par un mystérieux tueur. Qui a assassiné le chef Macoute? 2 journalistes français, Nicolas Jalot et Laurent Lesage, auteurs du livre Haïti, 10 ans d'histoire secrète, ont mené une enquête concernant l'assassinat de Roger Lafontaine. Alors, qui a intérêt à assassiner Roger Lafontaine? Les journalistes ont avancé 3 hypothèses. La première, est-ce un coup de Jean-Bertrand Aristide? C'est l'hypothèse la plus généralement admise, mais les auteurs l'écartent. Parce que selon eux, Aristide avait à ce moment-là d'autres chats à fouetter et que Roger Lafontaine n'était pas un problème pour lui car il était en prison. Mais le chef de la prison à l'époque accuse tout de même un ministre d'Aristide d'avoir ordonné l'exécution immédiate de Roger Lafontaine. La deuxième hypothèse, selon les auteurs, serait que les putschistes soient eux-mêmes l'auteur de l'assassinat. C'est vrai que Lafontaine avait beaucoup d'ennemis dans l'armée. Mais cette piste est rapidement écartée parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Et en plus, comme dans le cas de Jean-Bertrand Aristide, Lafontaine ne représentait pas une menace. Au contraire, il est probable que les putschistes nourrissaient même le projet de le libérer. La troisième hypothèse, qui est celle retenue par les auteurs et qui est au final plus qu'une hypothèse puisque ça a été confirmé selon eux, c'est que Roger Lafontaine est exécuté par les services secrets français. L'ordre d'exécution a été donné depuis Paris. Alors pour quelle raison? Selon les 2 journalistes, Nicolas Jalot et Laurent Lesage, voilà ce qui s'est passé. En 1983, Roger Lafontaine débarque à Paris et loge dans un hôtel luxueux, réservé aux hommes d'affaires, influents et aux célébrités médiatiques. C'était l'habitude. Son passage dans ce palace fait partie de sa mission. Il devait remettre une mallette remplie de billets à un jeune officier français, membre actif de la cellule antiterroriste de l'Élysée. Le montant est de 450 000 $. Mais à qui cet argent est-il destiné? Cet officier français a des relations variées dans les sphères politiques. Cet argent a-t-il servi à soudoyer les hommes politiques français en échange de leur soutien à l'égard du régime de Duvalier? Et voilà que maintenant, Baby Doc a dû fuir le pays et que Lafontaine commence à faire parler de lui avec sa tentative de coup d'État, il devient sans doute gênant pour les politiciens français qui redoutent une fuite embarrassante impliquant des personnalités influentes. Selon les 2 auteurs, seules 2 ou 3 personnes sont au courant du marché passé entre Lafontaine
et l'officier français. Leur silence renforçant l'idée que cette affaire est une question d'État nécessitant l'élimination de Roger Lafontan, car il en savait trop. Toujours d'après nos deux journalistes, dès les premières heures du coup d'État, un agent reçoit l'ordre de supprimer Lafontan. Ce tueur professionnel, très bien payé, doit agir rapidement pour que cet assassinat soit attribué aux putschistes. Selon les journalistes enquêteurs, 2 experts confirment que l'opération a été menée de main de maître dans un contexte délicat où pénétrer dans la prison, atteindre discrètement la cellule du prisonnier, accomplir l'acte et repartir sans laisser de traces relevait d'un véritable exploit. Un crime presque parfait, concluent les auteurs. Surgi à l'aube de l'ère Duvalier, Roger Lafontan s'est rapidement hissé dans les cercles du pouvoir, trahissant ses camarades pour s'attirer les faveurs du régime en place. Son ascension, aussi fulgurante que controversée, révèle un homme habité par une ambition sans bornes, prêt à tout pour conquérir et conserver le pouvoir. Il est mort assassiné, mais il a eu son heure de gloire, assis au fauteuil présidentiel et prononcer un discours. Voilà, c'était ça, Roger Lafontan. Merci d'avoir regardé cette émission. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne rien rater de nos publications. Je vous dis à bientôt pour une prochaine page d'histoire. Au revoir.